Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette 8e édition du Carrefour des collectivités territoriales organisée donc par l'Association des maires de Corrèze. Premier des plateaux télé qui seront abordés lors de cette édition. Premier thème donc sur la gestion de l'eau. Comment optimiser cette gestion de l'eau dans un contexte pas toujours facile avec le changement climatique évidemment. Comment assurer donc une gestion à la fois quantitative, qualitative. Comment régler parfois les problèmes d'usage. De multiples questions se posent. Elles se posent sur tout le territoire. Elles ont une importance particulière en Corrèze, pays des 1000 sources, et où justement l'eau fait partie intégrante et occupe une place importante dans l'identité corrézienne. Donc, je vous le disais, on a de nombreuses questions qui vont se poser, à la fois en termes d'échelle, la bonne échelle pour intervenir, en termes de gouvernance, avec quels partenaires, et évidemment, comme très souvent, pour ne pas dire toujours, avec quels moyens financiers qui vont déterminer à la fois les actions susceptibles d'être menées et les marges de manœuvre. Donc, pour répondre à toutes ces questions nombreuses, j'ai la chance d'accueillir sur le plateau donc Roger Chassagnard, pardon, ça passait pas, maire de Laguenne-sur-Avalouse et premier vice-président de l'ADM de Corrèze. Merci de votre présence. Guillaume Choisy, vous êtes le directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Éric Tardieu, directeur général de l'Office internial de l'eau. Et Patrick Martinez, donc directeur régional de la Banque des Territoires. Merci à tous de votre présence sur ce plateau. J'en profite également pour remercier les intervenants qui nous rejoindront par la suite. Frédéric Soulier, donc, qui est le président de l'agglomération du bassin de Brive et qui viendra nous livrer son témoignage sur les actions innovantes menées sur son territoire. Pascal Coste, donc le président du conseil départemental de Corrèze, et enfin Yann Lebrun, donc sous-préfet d'Ussel, en charge de la ruralité. Donc, sans plus attendre, nous allons aborder ce sujet. Je vais me tourner vers Roger Chassagnard, donc en tant que vice-président de l'Association des maires de Corrèze. Pourquoi justement avoir choisi ce thème de la gestion de l'eau, de l'optimisation, pour débuter ce carrefour des collectivités territoriales de Corrèze? Allô? Ah, ça marche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi avoir choisi l'eau? C'est un sujet, on le voit bien aujourd'hui, et on le verra encore plus demain. C'est un sujet très important pour le siècle dans lequel nous sommes et les siècles à venir, et pour beaucoup de peuples, mais également, vous l'avez dit, même qu'on soit dans le département des 1000 sources, on voit bien que chez nous, il y a des difficultés sur certains territoires et certaines parties de la Corrèze qui souffrent quand les étiages sont très sévères. Donc le changement climatique a des répercussions également chez nous, même si ce n'est pas le cas cette année pour l'instant. Demain, il faut préparer l'avenir, et nous avons une démarche également de regarder un peu ce qui est fait dans nos territoires, ce qui est fait en dehors des territoires. Et pour avoir siégé pendant 7 ans à Adour-Garonne, il y a eu des démarches et des travaux qui ont permis d'avancer. Notamment, est-ce que l'eau potable doit être utilisée dans tous les services, notamment pour tous les usages dans les habitations? On voit qu'il pourrait y avoir de l'eau que je qualifierais d'industrielle pour le lavage, pour certains usages, les WC, etc. Ça nécessite des prises de position. Et au niveau du SCOT qui est élaboré sur notre territoire, sur l'agglo de Tulle, personnellement, je me bats pour
deux choses, qu'il y ait des chauffe-eau solaires pour l'eau chaude et qui permettent d'avoir des économies. Et pour l'eau potable, je pense, pour ce qui est de l'eau, de l'alimentation des pavillons, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui avec les permis de mettre des cuves enterrées qui permettent de répondre à certains usages et de ne pas gaspiller l'eau potable et l'eau traitée pour les usages que j'ai cités en amont. Alors pourquoi également, c'est qu'il y a eu un long débat au niveau national. On n'a pas été entendu, mais sachez quand même que 86% des élus au niveau national, des maires s'étaient prononcés pour conserver la compétence eau. En étant bien conscient qu'en fonction, je vous disais en aparté tout à l'heure, qu'en fonction de la dimension de la collectivité, si notamment il y a des collectivités qui n'avaient pas d'agents, c'était quand même c'est une grosse difficulté pour apporter un service de qualité et avoir des rendements sur les réseaux, qui est un objectif à la fois du département, mais également de l'agence de l'eau, et c'est bien normal. Aujourd'hui, si vous n'avez pas certains rendements et si vous n'avez pas fait de diagnostic, vous n'avez pas droit aux subventions, et c'est un peu logique à ce niveau-là. 86%, on n'a pas été entendu. Alors il y a eu le législateur, ou du moins nos gouvernants, ont accepté pour les communautés de communes de laisser prolonger un petit peu. Mais pour tout ce qui est des autres, c'est passé des autres collectivités, on est passé au niveau des agglos, avec une particularité dans certaines agglos où ce sont carrément l'agglo qui a pris la compétence, mais qui l'a cédé à des syndicats, puisque l'eau, je le dis souvent, ce n'est pas de l'électricité, c'est plus compliqué. Surtout quand on a un département avec une telle topographie, on a quelques difficultés à alimenter ou à faire des interconnexions. Alors, ça se fait, mais avec des coûts quand même très, très, très importants. Donc c'est plus un problème donc, de répartition justement des compétences qui vous pose problème. Alors c'était pas tellement une question de répartition des compétences. Ce qui peut-être n'a pas été pris en compte, c'est que les élus étaient très engagés sur la collectivité au niveau de leur territoire. C'était des interventions gratuites, donc qui n'étaient pas répercutées sur l'impôt. Alors, même si l'impôt est étatisé aujourd'hui, ça a quand même un coût et ça se répercute à un moment. Donc, nous, on avait aussi, beaucoup de collectivités avaient donc une ressource avec l'eau, et ça permettait des fois d'avoir une trésorerie pour faire le passage de fin d'année au début d'année. Il y a un autre phénomène qui est en dehors peut-être du débat, mais quand même que je tiens à souligner. J'ai dit que l'impôt était étatisé, c'est-à-dire qu'on n'aura pratiquement plus de contact avec nos administrés. Et on avait le contact aussi avec les abonnements, et ça nous permettait de voir les gens lorsqu'il y avait un changement dans un appartement, qui venaient changer d'un compteur, etc. Une prise de contact avec la mairie. Aujourd'hui, donc les gens ne viendront pour rien à la mairie, ou pas grand-chose, si ce n'est de se plaindre que le chien aboie, ou etc. Donc des difficultés qu'on a à résoudre au quotidien, et que c'est difficile, mais je crois qu'il y a un thème, et il y aura un atelier également sur ce point-là, les incivilités et les comportements de beaucoup. Mais je crois que c'était important qu'on ait une relation avec nos administrés et nos abonnés. Et là, ça fait encore une coupure qui n'existera pas. Encore, si vous voulez, on voit beaucoup de gens, parce que c'est quand même assez récent, d'abonnés qui viennent vers nous et qui nous tirent les oreilles, pour ne pas dire un autre mot. Donc, pour dire, ben voilà, à quoi vous servez, quoi, les maires et les élus locaux maintenant, puisque quand il y a un problème dans l'eau, dans les routes, etc. Donc c'est toujours quelqu'un d'autre qui est responsable. C'est un petit peu dommage parce que encore une fois, l'élu apportait un plus dans certaines. Il y avait une dimension de collectivité là-dessus. Je suis clair et net, il n'y a pas de problème. Mais dans certaines collectivités, dans nos collectivités comme la mienne, nous on avait des personnels et on avait des élus qui étaient impliqués à fond sur donc la réalisation, l'entretien, etc. Nous avions la proximité, nous avions la réactivité et la connaissance de notre territoire aussi.
en sachant qu'on est prêt à évoluer et puis à entendre ce qui peut se faire, qui peut être relevé. Moi, personnellement, au niveau du Conseil général, et pour avoir vu des réalisations, notamment en Corse, je pense et on avait débattu au niveau du bassin d'Our-Garonne, on ne pourra pas se passer de faire des réserves collinaires ou d'autres types de réserves, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des étiages très sévères, avec des points bas, bien sûr, par rapport à une moyenne de consommation ou d'étiage. Et on a des pics avec, malheureusement, on le voit tous les jours à la télé, avec des orages violents et donc une quantité d'eau qui s'éverse, mais qui roule et qui part à la mer qu'on ne retient pas. Je pense, il y a des exemples en Corse qui étaient, je ne sais pas si vous connaissez, dans le sud de la Corse, avec un système de membrane, donc un fleuve, plutôt un torrent qu'un fleuve, l'eau arrive dans un immense stockage et ensuite est traitée et gardée, et lorsqu'il y a des étiages sévères, ça permettait d'alimenter 3 villages de vacances. Donc là-dessus, je crois que c'est un travail qui devra être mené. Ça va demander aussi des investissements. Mais voilà, donc je pense que les personnes qui sont autour de cette table pourront apporter d'autres éclairages. Je vous remercie pour votre témoignage. En effet, on aura beaucoup d'éclairage aussi sur les aspects financiers. Je me tourne désormais vers Guillaume Choisy, donc en tant que directeur général de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc selon l'agence, quelles sont les nouvelles questions, les nouvelles problématiques qui se posent aux collectivités face au changement climatique ? Pardon, voilà, merci. Merci et permettez-moi d'abord de saluer l'initiative des élus de l'organisation de ce salon et sur la thématique de l'eau, les élus du département, président de l'agglomération, président des maires, président du département, et les remercier de cette initiative. Saluer aussi les membres du comité de bassin présents, élus comme État également, et remercier aussi et présenter peut-être en 2 mots l'Agence de l'eau. On est un établissement public d'État qui a vocation effectivement à accompagner les territoires, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, de maintenir cette capacité-là de solidarité urbain-rural. C'est aujourd'hui 45% de nos redevances proviennent des agglomérations et 80% de nos aides vont désormais sur les territoires ruraux, et je sais que ce département-là est attaché à cela. On a 70% du territoire d'Adour-Garonne en ZRR quand la moyenne nationale est de 20%. C'est aussi une physionomie du territoire qu'il faut prendre en compte, une solidarité aussi générationnelle et une solidarité amont-aval qui en fait le propre. Et on essaie de garder effectivement un accompagnement des territoires, et principalement des territoires ruraux, en ingénierie, en accompagnement de projets. Et je salue les membres de la délégation, Marc Crateau et Valérie Perrier notamment, que vous connaissez ici à Brive, puisqu'on a une délégation, une antenne ici dans le département. Et à quoi on doit faire face ? Aujourd'hui, sur le bassin d'Our-Garonne, c'est 90 milliards de mètres cubes d'eau chaque année qui viennent par l'eau de pluie en termes de précipitation. Les 2 tiers repartent directement par évapotranspiration. Et plus les années sont chaudes, plus comme 2019 ou 2020 on a eu des records, plus ce phénomène-là s'accentue. Et le phénomène d'évapotranspiration, à horizon 2050, on l'évalue à peu près à 20% d'augmentation. Donc ça veut dire que ça fait moins d'eau malgré tout disponible pour les différents usages et pour le fonctionnement des milieux. C'est une augmentation, et c'est la première difficulté auquel on a affaire sur le bassin d'Our-Garonne, c'est une augmentation de la température des rivières. Et elle est déjà colossale. Les estimations qu'on avait faites en 2015 à partir des données du GIEC ont été complètement contredites, parce qu'on a déjà dépassé ces objectifs-là, constatés sur les années 2019 et 2020 notamment, avec des températures parfois des rivières qui avoisinent les 30 degrés, notamment la Garonne, y compris les fleuves. Et on a 60% de la population du bassin d'Our-Garonne qui est alimentée par les rivières ou des nappes d'accompagnement qui sont très sensibles à ces augmentations de température. Et vous savez, vous êtes pour la plupart élus dans le domaine de l'eau, vous savez qu'on préconise une température de l'eau pour l'alimentation d'eau potable de 25 degrés. Donc elle est parfois allègrement dépassée. Donc ça fait partie des inquiétudes que l'on a assez fortes, sur lesquelles il va falloir gérer la qualité, mais qui est parfois liée directement à la quantité d'eau qu'on a à disposition. Ça, c'est l'un des effets du changement climatique. Puis après, c'est effectivement des longues périodes de phénomènes extrêmes. On les a vus cet été, on les a vus cet hiver, on les a vus les étés précédents avec des longues périodes de sécheresse. Ça va s'accentuer. On n'aura pas moins d'eau,
Non, on n'aura pas moins d'eau, mais elle ne sera pas disponible au même moment, dans les mêmes quantités et dans les mêmes raisons. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? D'abord, on est probablement une période qui est, pour les élus, aussi importante que l'après-guerre, quand il a fallu apporter l'eau dans chacun des territoires, à chacun des habitants, à chacun des usagers. Et après, on a réussi ce défi-là, on s'est structuré, on a fait une politique d'investissement très forte, et on a réussi, dans cette même période, dans l'après-guerre, dans les années jusqu'à aujourd'hui, sur les 50 dernières années, à réguler de façon assez parfaite tout ce qui est les pollutions domestiques. Alors je ne dis pas que par-ci, par-là, il nous reste encore des pollutions, parce que j'étais ce matin avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur des difficultés qu'on a sur l'agglomération basque, mais globalement aujourd'hui on sait les circonscrire, on sait les points durs, et on sait les traiter assez facilement, on a une bonne connaissance. Donc de cette connaissance-là aussi qu'on a acquise, aujourd'hui on a à peu près 3 millions de données collectées sur la qualité des eaux sur le bassin d'Our-Garonne, il faut qu'on puisse en émerger des politiques d'investissement pour pouvoir faire face au changement climatique. Et ce ne sera pas dans les mêmes problématiques que par le passé, il faut retrouver une politique d'investissement très forte et pour ça on s'est organisé différemment. Je pense que sur tout ce qui est petit cycle de l'eau, il faut que les agences de l'eau gardent une problématique de solidarité assez forte vis-à-vis des territoires ruraux. Mais il faut le passer, c'est ce que vous avez fait en Corrèze et vous êtes assez exemplaire et je suis ravi d'avoir avec nous le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, parce que je pense que c'est à ce prix-là. Il va falloir qu'on change un peu notre modèle. On a un modèle économique qui est très stable, qui est bien structuré, qui est bon dans l'eau, qui fonctionne bien. Il faut que maintenant qu'on puisse faire les investissements pour les générations futures face au changement climatique, en partie amortis sur de la dette et sur des capacités aujourd'hui que nous offrent les assises de l'eau avec des emprunts sur le long terme. Ça, c'est sur le petit cycle, et je pense que vous êtes un département pionnier, vous avez fortement compris. Je remercie les élus, je remercie le président du département. Je sais qu'il y a un schéma départemental, ce département était assez exemplaire et vous avez bien anticipé cela. Donc là-dessus, vous êtes plutôt un département que je qualifierais à l'heure des rendez-vous en termes là-dessus, et on a joie au niveau de l'agence de pouvoir vous accompagner dans cette dynamique-là. Et puis après, il y a tout ce qui est face au changement climatique, notamment dans un territoire ici qui est agricole, où on doit faire face. Donc on est là aussi dans un territoire où on doit s'enrichir des expériences. Et avec Éric Tardieu, on gère aussi des coopérations internationales, enfin lui plus que moi en l'occurrence au quotidien, mais ça nous rappelle des expériences. On doit s'inspirer aussi de ce qui s'est passé ailleurs, dans des pays européens plus au sud, l'Espagne, mais aussi l'Israël, dans d'autres pays, et même le Sénégal, où on a des expériences parfois qui peuvent être intéressantes en termes de gestion d'eau, y compris pour les différents usages. Et c'est sur ce bassin-là, c'est ce qu'on va proposer le 15 septembre prochain au comité de bassin, c'est ce que vous évoquiez un petit peu, c'est regarder sur les prochains mois comment on peut remettre une stratégie d'investissement pour pouvoir sécuriser cette quantité-là. Aujourd'hui, on subit sur les 2/3 du territoire des déficits quantitatifs quasiment, qui sont plus exceptionnels, qui sont quasiment quotidiens chaque été. Il faut qu'on retrouve cet équilibre. Et pour retrouver cet équilibre, il y a plusieurs solutions. Il faut travailler sur des économies d'eau. Si on regarde par rapport à 2003, l'année la plus sèche, et 2020 et 2019, les années les plus sèches des 2 dernières décennies. Mais entre les deux, on a économisé 700 millions de mètres cubes d'eau sur les 2,4 milliards qui étaient utilisés en 2003. 700 millions de mètres cubes d'eau, 100 millions sur la consommation d'eau potable, et ça on le doit aux élus, on le doit aux industriels, on le doit aux travaux publics, qui ont fait un travail extraordinaire d'évolution. Parce que dans la même période, on a économisé 100 millions de mètres cubes sur 800, sachant qu'on a eu 1,5 million de population supplémentaire. Donc c'est un véritable défi, mais il faut le continuer. Je pense qu'il y a encore des efforts, y compris sur un plan technologique, et ça, il faut qu'on innove, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des entreprises sur ce territoire-là qui soient à la pointe, et c'est notre rôle aussi de pouvoir les accompagner. Et je sais que les collectivités, notamment en département, en région, sont aussi sensibles à cette problématique-là. C'est une problématique que pousse aussi le président du comité de bassin, Alain Rousset. La deuxième problématique sur laquelle on a fait face, c'est effectivement tout ce qui est lié à l'industrie. On a économisé sur l'industrie près de 20% d'économie d'eau sans remettre en cause la capacité de production de ce territoire-là. Donc là, je pense qu'on a encore des efforts qui peuvent être faits. On a donné un objectif sur la prochaine décennie de 10%, mais ce sera beaucoup plus dur et ça va coûter probablement un peu plus cher parce que les efforts les plus faciles ont probablement été réalisés, il faut être honnête. Et puis le troisième, c'est sur l'agriculture. Sur l'agriculture, on a eu 100 millions de mètres cubes grâce à des meilleures pratiques d'irrigation, des évolutions aussi la technique, mais on a aussi une police de l'eau qui s'est fait beaucoup plus sévère,
qui a été subi par les agriculteurs et qui est probablement de l'ordre de 300 millions de mètres cubes sur les 20 prochaines années qui n'étaient plus disponibles, qui n'ont plus été disponibles. Et ça, il faut qu'on arrive à le sécuriser. Bon, pour le sécuriser, il y a plusieurs solutions. Un, on a réinvesti et on a fait l'année dernière 3000 hectares avec les régions et les collectivités locales et notamment les départements de Corrèze y a participé. On a réhabilité 3000 hectares de zones humides, nouvelles ou réhabilitées. 3000 hectares, c'est 20 millions de mètres cubes qui sont stockés. Donc ça, il faut qu'on puisse le refaire régulièrement. Tout ce qui est les zones d'emprise, les zones humides, on voit qu'on en a besoin pour, stocker l'eau, la purifier, et pouvoir aussi éviter les inondations, parce que c'est ces zones-là qui permettent d'avoir des zones d'expansion de crues. Donc elles sont multifactorielles. La deuxième chose, c'est tout ce qui va... Donc j'ai évoqué les économies d'eau à poursuivre de l'ordre de 10%. Puis la troisième chose, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des sols qui permettent de mieux stocker l'eau. Et là, on a fait une étude sur 5 ans, sur 59 exploitations du bassin, et on voit qu'on peut améliorer de 10 à 12% la capacité de stockage de sol, en améliorant parfois des pratiques agricoles, couverts végétaux, éviter aussi du labour systématique tous les ans. Voilà, un certain nombre de pratiques adaptées à chaque filière. Et pour ça, on travaille actuellement avec les filières dans un but d'arriver au mois de novembre. Là, on a prévu un colloque à Toulouse avec les décideurs des filières agricoles et agroalimentaires pour pouvoir regarder comment on développe et comment on valorise une agriculture qui permette d'avoir une meilleure résilience à l'eau. Ça ne veut pas dire que tout le monde va passer en bio. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à massifier des pratiques qu'on a expérimentées sur un certain nombre d'exploitations. Et c'est des évolutions techniques parfois assez fortes sur les exploitations, et on doit allier dans cette dynamique-là un maintien de l'activité économique et une adéquation avec les besoins environnementaux. Et c'est à ce prix-là qu'on y arrivera. Je pense que si on oppose les deux blocs, on n'y arrivera pas. Bon, ça va être la police environnementale qui va s'exercer, et ce sera probablement à terme un drame pour les territoires ruraux qui vivent essentiellement ou pratiquement essentiellement de l'activité agricole et agroalimentaire. La troisième chose, c'est qu'effectivement, vous l'avez évoqué, c'est le stockage de l'eau. Je pense qu'il va falloir on optimise les stockages, y compris dans les retenues hydroélectriques, et on aura au prochain comité de bassin un rendu d'une étude qui a été faite sur les réserves hydroélectriques qui sont sous concession HM et EDF actuellement, voir comment on peut optimiser, comment on peut aussi là, essayer de réinvestir pour à la fois pas pénaliser, pas fragiliser l'équilibre énergétique de ces énergies renouvelables qui sont considérées aujourd'hui comme la principale énergie renouvelable française, mais aussi la plus grosse flexibilité en termes d'énergie, on en est bien conscient, mais également de pouvoir sécuriser un double usage de l'eau. C'est-à-dire qu'une même goutte d'eau puisse produire de l'énergie, puisse aussi servir en étiage quand on en a besoin de façon plus importante, et là on vise un besoin de 320 millions de mètres cubes supplémentaires, sur ces secteurs-là. Ça ne suffira pas non plus. Il faudra probablement qu'on puisse développer sur les petits bassins de façon plus importante des retenues de proximité, mais aussi optimiser les retenues déjà existantes de façon plus importante. On a sur un certain nombre de bassins à peu près 90 millions de mètres cubes aujourd'hui stockés, tous n'ont pas utilisé, on en a à peu près la moitié qui sont au fil du temps, qui ont eu une évolution, qui ont été parfois faits pour l'agriculture, mais aujourd'hui servent pour la pêche, pour d'autres usages, qu'il faut qu'on puisse réhabiliter pour pouvoir aussi utiliser et sécuriser les productions agricoles. Voilà, et puis on a d'autres projets qui sont plus sur du moyen terme. On regardait comment sur des gravières, on peut les utiliser aussi sur du multi-usage, des usages sensibles sur un plan environnemental, comment les canaux existants, je pense, là on en a moins ici, mais sur le canal d'Entre-deux-Mers qui aujourd'hui n'a plus aucune utilité de transport, mais peut l'avoir pour l'agriculture sur des territoires sensibles. Voilà, ça c'est des choses un petit peu parallèles qu'on va mettre à l'étude, mais voilà à quel prix on va devoir, j'étais un peu long, j'en suis désolé, j'ai un peu donné le panel des solutions pour faire face au changement climatique. Merci. Et de votre intervention, pour finir sur la gestion de l'eau en régie, quel avenir est-ce que vous lui voyez à cette gestion de l'eau en régie? Ça, c'est une question éminemment politique. Certaines collectivités, me semblent, dans cette région, faire le choix de revenir en régie. C'est d'abord un investissement pour les élus qui font ce choix-là énorme, parce qu'il faut retrouver des compétences qui aujourd'hui sont probablement souvent dans le privé. Voilà, je pense qu'il faut avoir une taille quand même assez significative. Voilà, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je dirais c'est des choix qui incombent au territoire. Et dans cette période, je crois que l'État, on est là, et les services de l'État, on est là pour accompagner les territoires. Je pense qu'il faut faire confiance
au territoire. On peut donner de l'ingénierie, on peut donner de la compétence, on peut donner des billes. Mais on n'est pas là pour décider à la place des élus. Il faut arrêter ce moment-là, on n'est plus dans cette période-là. Je pense qu'il y a une capacité aujourd'hui, une maturité sur les territoires ruraux pour se prendre en main. Il faut leur donner, c'est notre rôle de donner ce qu'on sait, ce qu'on connaît en termes de voilà. Mais après, chacun a cette liberté et ce droit à s'organiser. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en termes de solidarité, on voit bien, nous, à l'agence, et je pense que le directeur de la Caisse des dépôts dira la même chose, parce qu'on échange maintenant souvent avec nos équipes, et c'est quand même agréable d'avoir une vraie coordination ici dans ce bassin-là avec les services et les différents strates de l'État. C'est quand on n'a pas la bonne échelle, c'est parfois difficile d'intervenir. Et c'est vrai qu'ici, on est quand même plutôt organisé, pas forcément dans les départementaux, mais avec des syndicats assez conséquents, et on voit bien que quand il y a une taille assez importante, on arrive à structurer dans le temps, à faire des plans d'investissement et à pouvoir les accompagner, y compris en subvention. Et on voit dans des départements où on a 210 syndicats ou 95 syndicats d'eau potable, bien c'est là où on a les plus grosses difficultés, mais c'est là aussi où on intervient le moins en subvention. Donc voilà, ça c'est le constat. Maintenant, après, gestion publique ou enfermage, je dirais, c'est des choix qui incombent aux collectivités locales. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas forcément de grosses différences sur le prix de l'eau pour autant. Voilà. Vous vouliez réagir, M. Chassaignard ? Oui. Je vais réagir parce que au niveau national, il y avait le discours que vous avez, bien sûr, on l'entend. Et mutualiser, c'était une source d'économie comme c'était pas possible. Or, aujourd'hui, le discours que l'on entend à Paris, et ils se sont bien rendus compte que mutualiser n'était pas toujours une source d'économie. Parce que au niveau de la proximité, au niveau des élus, au niveau de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a bien des choses qui permettent de faire des économies très importantes. Après, je crois que l'agence de l'eau et tous les partenaires qui sont là, c'est très important parce que vous devez non pas être des gendarmes, c'est ce que je dis souvent aux administrations, mais être des conseillers. C'est-à-dire apporter. Et on est sorti un peu de ça parce que avant, malheureusement, j'étais élu en 1983, donc c'est pour ça que j'ai les temps un peu blanches, mais on avait des conseils, c'est-à-dire au niveau de l'administration, souvent, on téléphonait et on avait des ingénieurs, on avait des gens qui venaient se déplacer et tout ça. Et au niveau de l'agence de l'eau, on a toujours, je pense, ce service. Et moi, je crois qu'il faut sortir un peu il faut mutualiser, il faut faire des gros trucs, etc. Donc, je pense que dès l'instant où on a une trop grosse dimension, et on a, si vous voulez, une inertie c'est un peu, si vous avez une voiture ou si vous avez un camion de 100 tonnes, vous ne l'arrêtez pas de la même façon, et un TGV ou un train, vous ne l'arrêtez pas de la même façon également. Donc, et les changements de direction, pour opérer un changement de direction, c'est difficile aussi. Mais on est très ouvert à des solutions et à travailler avec vous, mais on a aussi en tête des solutions et on peut apporter aussi des expériences que nous avons sur nos territoires de proximité et de réactivité. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, je l'ai dit tout à l'heure, l'échelle, la dimension de la collectivité, il y a quand même un seuil où il ne faut pas descendre en dessous. Ouais, on comprend bien quoi. Le périmètre d'intervention, bien le déterminer, ça fait partie de la clé du succès. Je me tourne désormais vers Éric Tardieu. Donc, vous êtes le directeur général de l'Office international de l'eau. Avant de développer et d'exposer un peu les actions concrètes susceptibles d'être menées, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les missions de cet office ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors, l'Office international de l'eau est une association reconnue d'utilité publique. Nous fêtons nos 30 ans cette année, dont la mission générale est de développer les compétences pour mieux gérer l'eau, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Alors, nous avons des membres à la fois publics et privés. Donc, parmi les membres publics, les agences de l'eau qui ont été citées, l'Association des maires de France ou la FNCCR, mais aussi des acteurs privés comme Suez, Veolia, les grandes entreprises du domaine de l'eau. Donc, on essaie d'être très œcuménique, si j'ose dire, sur justement la façon dont différentes solutions peuvent être adaptées selon les besoins des territoires. Alors, on a 4 grands métiers. La formation professionnelle technique dans le domaine de l'eau. Et il faut savoir que la France est dotée d'installations de plateformes pédagogiques à peu près uniques à l'échelle européenne et c'est un gros atout pour les territoires.
Des missions également d'appui technique ou appui institutionnel. Et ça peut s'exercer en France, auprès de collectivités locales, mais aussi beaucoup à l'international. Donc nous intervenons beaucoup auprès d'un certain nombre de pays ou d'organismes de bassin, les équivalents des agences de l'eau françaises, pour justement mettre en place différents aspects de leur politique de l'eau. Nous sommes également très impliqués, on n'en parlera pas forcément beaucoup aujourd'hui, sur les systèmes d'information sur l'eau, puisque tous les sujets qu'on évoque nécessitent d'être documentés. Il y a une base de connaissances, scientifiques, techniques qui est extrêmement importante, d'autant plus dans un contexte de changement climatique pour pouvoir prévoir, dimensionner des installations, suivre des évolutions. Et nous animons un certain nombre de réseaux par ailleurs. Vous voyez, donc nous sommes voisins puisque nos sites principaux sont à Limoges et à la Souterraine. Et en même temps, un peu plus de la moitié de notre activité maintenant s'exerce en fait à l'international. Donc on a effectivement cette capacité à faire quelques comparaisons entre le contexte français, européen et international. Et donc des actions concrètes qui peuvent être menées par les collectivités en ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples marquants? Alors effectivement, je voudrais prendre la suite de Guillaume Choisy et insister sur le fait que les effets du changement climatique sont déjà réels, mais vont s'intensifier. Et je crois que collectivement, on n'a pas encore tout à fait pris la mesure de ce qui allait nous arriver. Donc j'insiste lourdement sur le fait que c'est pas anodin et que ce seront des effets très concrets sur tous les territoires, y compris la sécheresse de 2019. On n'avait pas forcément imaginé qu'elle toucherait des territoires comme la Corrèze ou la Creuse. Et ben si. Donc, et ces effets vont s'intensifier avec... Alors, je reviens un tout petit peu parce qu'il y a des choses très concrètes derrière sur des modifications de niveau moyen. Guillaume Choisy citait la température, c'est évident. Une hausse de la fréquence des événements extrêmes. Et ça, vous le voyez tous les jours à la télévision ou dans les journaux. Des sécheresses et des inondations, et les deux en même temps. Enfin, pas exactement en même temps, mais sur une même année, ça va se produire de plus en plus fréquemment. Et ça implique des actions concrètes, j'y reviens tout de suite. Il y a un troisième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'élément d'incertitude. Le changement climatique introduit une incertitude nouvelle dans les courbes de pluviométrie, dans le suivi des débits de cours d'eau. Et donc ça complique aussi le travail des ingénieurs, des services d'eau potable et d'assainissement lorsqu'il s'agit de dimensionner, que ce soit un réseau pluvial ou une retenue collinaire. Alors, pour agir un peu plus concrètement, j'ai fait le choix peut-être d'insister sur deux aspects. Le premier, c'est l'enjeu de l'échelle de gestion. Et Guillaume Choisy évoquait la notion de solidarité. Je crois que c'est vraiment un sujet majeur pour l'ensemble des élus, sur lesquels il faut se pencher. La loi NOTRe a prévu un certain nombre de choses. Les regroupements, les interconnexions, les façons de traduire dans les structures la solidarité urbain-rural, amont-aval sont des enjeux majeurs. Alors, ça change un certain nombre d'habitudes, ça peut heurter un certain nombre de pratiques, c'est pas toujours très simple, mais l'élargissement des échelles, pour le dire très, très simplement, de gestion, notamment de l'eau potable, mais pas seulement, c'est un enjeu majeur pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans les années qui viennent, ou pour sécuriser aussi globalement la gestion de phénomènes comme les inondations. Donc la réflexion vraiment sur les échelles de gestion, c'est un sujet central pour les collectivités, avec un certain nombre de difficultés. Les bassins de vie ne correspondent pas toujours au bassin versant. Nous, effectivement, en tant que technicien, le bassin versant, c'est le cadre idéal, je dirais, sur lequel on peut gérer la ressource. Mais voilà, la réalité humaine est autre et il faut s'adapter à ça. Et donc il y a un enjeu majeur de réflexion sur le périmètre de regroupement des services d'eau potable et d'assainissement et sur l'organisation de ces services. Et ça correspond, en formation à l'OIO, on le voit très clairement, il y a une demande extrêmement importante liée à la mise en place un peu lente de la loi NOTRe, mais qui émane de la part d'un certain nombre de collectivités qui se posent des questions qui ont déjà été évoquées. Et ça, c'est une réflexion à la fois politique, mais aussi technique qui est essentielle. Le deuxième aspect que je peux évoquer sur les actions concrètes, c'est évidemment tout ce qui touche aux infrastructures. Alors, on pourrait en parler très très longtemps. Il y a un premier point sur lequel je souhaitais revenir.
tout bête si j'ose dire, c'est la gestion, l'optimisation des réseaux existants, et notamment la lutte contre les fuites. La France est globalement à 20% de pertes d'eau dans ces réseaux d'eau potable. Certaines villes font beaucoup mieux, d'autres font beaucoup moins bien, avec des facteurs qui peuvent s'expliquer, des facteurs naturels ou des facteurs plus humains, de retard d'investissement. Voilà, quand on parle d'adaptation au changement climatique, là, il y a un sujet en tête de priorité. Quel est le taux de fuite dans mon réseau, dans mon patrimoine, et comment est-ce que je gère ça? Parce qu'on ne pourra plus se permettre dans 10 ans de perdre 10 ou 20% de l'eau qui est produite et qui est d'ailleurs payée aussi par le citoyen consommateur. Il y a aussi un petit sujet économique, voire politique et citoyen derrière ça. Deuxièmement, en élargissant peut-être la réflexion sur les infrastructures, il y a des sujets là aussi d'échelle qui se posent par rapport, par exemple, à la gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales, compte tenu des effets du changement climatique que j'évoquais, c'est un sujet qui va se compliquer, avec des effets d'instabilité. Et très probablement, la solution n'est pas dans la course au surdimensionnement des réseaux, mais dans une réflexion beaucoup plus globale, où on va mixer des infrastructures grises, comme on dit, donc des tuyaux, et des infrastructures vertes. Guillaume Choisy citait la restauration de zones humides, ça en fait partie. Il y a un sujet important, je pense, pour les élus locaux, c'est que la gestion de ces sujets-là, elle passe par la réflexion urbaine. Alors, chaque territoire peut avoir des configurations différentes, mais la gestion à la source, à la parcelle, le nouveau lotissement doit pouvoir gérer lui-même son pluvial, donc avec des dispositifs d'infiltration. Donc, il y a des vocabulaires très à la mode en ce moment autour des solutions fondées sur la nature, évidemment, que nous défendons beaucoup, qui sont de plus en plus utilisées à l'échelle internationale. Gestion alternative des eaux pluviales, enfin, il y a un certain nombre de vocabulaires et de solutions techniques, à la fois douces, si on raisonne technique, mais délocalisées aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment important de rapprocher les réflexions d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, des réflexions de gestion de l'eau. Ça, je crois que c'est un point important et qui peut aussi ne pas correspondre totalement à la répartition des mandats politiques, à l'organisation des services dans les collectivités. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu important là, de repositionnement de la part des collectivités dans une intégration nouvelle. Et dernier point sur ces sujets, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, l'assainissement. Vigilance nécessairement accrue sur l'assainissement, parce que là on parle beaucoup de quantitatif, mais le qualitatif est essentiel. C'est-à-dire s'il n'y a plus d'eau dans le cours d'eau où se déverse votre station d'épuration ou même l'assainissement autonome dont on pourrait parler, ça rend d'autant plus grave les effets de pollution non traitée. Donc il y a des enjeux qualitatifs aussi d'amélioration de l'assainissement, que ce soit collectif ou non collectif, qui vont aller de pair avec les effets du changement climatique. Donc je pense que c'est aussi une action concrète à engager. Je vous remercie. Et d'un mot, pour qu'on puisse laisser la parole à tout le monde, est-ce que vous pouvez nous dire d'un mot comment est-ce qu'on peut mieux impliquer les différents administrés? Alors, il y a deux sujets que j'avais envie de citer, sur lesquels nous-mêmes on a été sollicités par des collectivités françaises ou des agences de l'eau d'ailleurs. C'est l'effet de sensibilisation de la population. Il faut communiquer auprès des usagers citoyens sur le fait que l'eau est une ressource rare. L'eau sera une ressource plus rare demain et probablement plus chère aussi. Je crois que ce sujet sera abordé plus tard. Et que donc, ils ont eux aussi une action citoyenne, quotidienne, à engager, qui d'ailleurs peut se répercuter favorablement sur leur facture d'eau. Donc il y a des actions de sensibilisation, d'incitation aux économies d'eau du quotidien. On connaît tous ces sujets-là, le brossage des dents, les douches, la voiture, la piscine, etc. Mais ça a l'air un peu bébête ou anodin. Ça ne l'est pas. Et Guillaume Choisy citait les effets massifs qu'on peut vérifier. Ça, c'est une action de proximité, une action de communication qui peut cibler aussi les scolaires, les jeunes. Enfin, on intervient sur un certain nombre de sujets. Et j'insiste sur ces éléments-là parce que je crois qu'il sera important de faire en sorte que toutes les populations comprennent cet enjeu. Ce qui amène au deuxième sujet un peu plus compliqué qu'il faut outiller davantage, mais c'est le dialogue entre usagers. Il y a un rôle des élus locaux dans la sensibilisation aussi de leurs différents types d'usagers
et dans les messages à faire passer sur le dialogue à renforcer. C'est-à-dire les conflits ou les tensions vont s'accroître à l'avenir. Donc tout ce qui peut être fait à l'amont entre différentes communautés, on a cité l'agriculture, c'est assez évident, les industriels, les usagers domestiques, et ça sont des enjeux où évidemment les élus ont un rôle central à jouer. Et alors il y a des exemples d'autres pays où ces approches-là sont déjà très très outillées, parce que justement, on est dans des situations de stress hydrique beaucoup plus importantes et où il y a déjà y compris des priorisations qui ont été faites entre usages, parce qu'il n'y a pas de l'eau pour tout le monde et à un moment donné, il faut dire non, c'est toi qui es servi en premier. Et donc, on n'en est pas encore tout à fait ou tous les jours à ce stade en France, mais c'est quand même des approches qui risquent de nous arriver aussi et du coup, il faut les préparer. Et ça suppose qu'on puisse associer au plus large la population. Je vous remercie. Oui, une sensibilisation en continu pour permettre. On va arriver à... Oui, mais très rapidement, si vous voulez. Très rapidement. Par rapport à ce que vous avez dit, il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles. Je suis d'accord avec vous. Et il y a une chose que vous n'avez pas parlé, c'est le renouvellement des réseaux. Parce que les réseaux collés, qui génèrent quand même un peu de pollution, déjà, là, les agences, je crois qu'il y a un billet, comme on dit chez nous, à mettre. Et ça ne pourra pas se faire en quelques mois ni en quelques années. Mais c'est très important puisque c'est également des sources de fuite et de baisse de rendement qui s'imposent à nous. Au niveau des réserves, dans les lotissements et tout, il y a un travail qui est opéré souvent pour faire des réserves incendies, puisqu'on a obligation, nous les élus, à mettre à disposition de l'eau pour combattre des incendies qui peuvent se déclarer dans nos localités. Et ça peut être une solution de bassin, ça fait en quelque sorte un bassin de rétention. Et par rapport à une réflexion au vu de ce que j'entends, aujourd'hui les élus, on vient de lâcher la compétence eau, mais on a la connaissance un petit peu, peut-être pas mal. Mais demain, l'élu sera peut-être plus éloigné de la connaissance et des réseaux et des fonctionnements et de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et peut-être aussi, là, ça sera un péché, peut-être une information où il faudra faire des formations auprès des élus. Et par rapport à ce que vous avez dit, tout à l'heure, Monsieur Bartala, qui était à la DDA de la Corrèze à l'époque, disait que l'eau de la source de la Corrèze à l'estuaire de la Gironde était bue en moyenne 10 fois. Donc d'où l'intérêt à bien travailler aussi au niveau des assainissements et des rejets dans nos rivières. Je vous remercie. On va aborder le thème, j'allais dire, aussi central. Il y a la politique, il y a la sensibilisation, il y a les choix de gestion et il y a évidemment les finances. Combien ça coûte, avec quels moyens? Donc Patrick Martinez, en tant que directeur régional de la Banque des Territoires, qu'est-ce que justement l'organisme peut proposer pour aider les collectivités en particulier à mener à bien les missions qu'on a à peu près décrites face au contexte qui les attend? Bien, je salue d'abord tous les élus présents et l'ensemble des participants et je remercie l'Association des maires d'avoir organisé une table ronde sur un sujet aussi important que celui-là. Avant de parler financement, parce que le combien ça coûte, c'est effectivement toujours le sujet qui fâche avec les questions de concentration, d'organisation, de partage de ressources, je pense qu'il faut remonter d'un cran. Caisse des dépôts, la Banque des Territoires étant l'émanation territoriale de la Caisse des dépôts, s'intéresse aux questions de développement durable depuis longtemps et de plus en plus. Et avant de savoir dans quelles conditions on peut financer, il faut d'abord savoir de quoi on parle. L'année dernière, en arrivant, un des principaux sujets au départ, ça a été d'évaluer la situation en lien avec les agences de l'eau, les 2 agences de l'eau de Nouvelle-Aquitaine. Puisqu'évidemment, avec Guillaume Choisy, en tant que maintenant administrateur également de l'agence, je travaille dans le cadre d'une convention pour essayer effectivement d'optimiser la relation entre les subventions et le financement, mais je le fais aussi avec M. Guton, côté Bretagne et Loire, pour les problématiques dans des départements qui ne sont pas très éloignés comme la Creuse, qui connaissent des difficultés majeures. Voilà. Donc partant de là, les 3 éléments qui ont été identifiés par les analyses qu'on a réalisées, c'est évidemment la question de la gestion de la ressource, et notamment le partage de la ressource, l'interconnexion, un vrai sujet. Deuxième sujet, la qualité de l'eau, et évidemment l'usage de l'eau. Et dans un département comme la Corrèze, l'usage de l'eau, c'est aussi comment on a besoin de faire vivre un certain secteur économique comme l'agriculture avec l'eau. Cette question-là, en Nouvelle-Aquitaine,
on en entend parler sur des sujets assez lourds, assez chargés, comme les problématiques des bassines, mais il n'en reste pas moins que la question de comment on arrive à gérer les besoins du monde agricole est un sujet extrêmement fort, extrêmement prégnant sur lequel il faut agir. Alors, à partir de là, évidemment, on parle forcément de financement important. On est sur des coûts importants de réalisation, autant sur la gestion des réseaux que sur la rénovation ou la mise en œuvre de stations pour pouvoir produire une eau de qualité. Ce que nos études ont fait remonter, c'est qu'évidemment, oui, les taux de 20% en moyenne, on les dépasse assez largement sur certains secteurs. Perte de ressources jusqu'à 40-50% dans certains secteurs. Quand on est à ce niveau-là de perte de ressources, ça veut dire quand même que celui qui va payer l'eau va payer plusieurs fois l'eau. Voilà. La question de la qualité de l'eau, on est sur des niveaux de 85-90% de conformité, donc c'est plutôt pas trop mal. Évidemment, on a une norme européenne à respecter, hein, heureusement, mais je pense que ce débat-là est un sujet qui me paraît aujourd'hui dans l'ordre des priorités à regarder après la question de la gestion de la ressource et de la perte de ressources, même si on doit tout mener de front, on est bien d'accord. Alors, le combien ça coûte ? Moi, le premier sujet, et je sais que tous les élus qui sont présents y sont sensibles, c'est avant de regarder le reste à charge, comment je vais essayer d'arriver à un niveau de soutien le plus fort possible, et notamment dans des territoires où les ressources fiscales et les moyens des collectivités ne sont pas forcément toujours adaptés à des importants coûts de rénovation et de mise en œuvre. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est le rôle des agences qui font un travail très important dans ce domaine-là. Je salue le travail du conseil départemental qui subventionne, et ce n'est pas tous les conseils départementaux qui font ce travail, c'est un vrai sujet. J'interroge, sans plus, le rôle des autres collectivités comme la région, peut-être, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a un président, me semble-t-il, du comité de bassin qui pourrait s'intéresser à la question, M. Rousset. Donc ça fait partie peut-être des sujets sur les questions les plus prioritaires ou les plus prégnantes. Mais à la fin des fins, il faut partir d'un constat, il restera à couvrir un reste à charge, et il faut le faire le plus intelligemment possible. Et là, je vais tout de suite remettre les sujets dans l'ordre qui me paraît nécessaire de regarder, c'est-à-dire surtout éviter de partir sur du financement qui soit déconnecté du niveau d'investissement et d'amortissement de ce qu'on a à faire. On est, côté Caisse des dépôts, capable, et on est les seuls banquiers à pouvoir le faire, d'aller sur des financements à 40-60 ans. On préconise, lorsqu'on fait ce genre d'équipement, de s'adapter à l'amortissement, à la durée de vie des équipements. Sinon, on va se retrouver, et j'entends trop souvent ce sujet-là, pas que sur l'eau, je ne veux pas laisser à mes successeurs de la dette. Mais dans ces questions-là, il faut être sur plusieurs générations pour traiter le problème. Je veux dire, aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas travailler sur du 10 ans, 15 ans, lorsqu'on doit refaire un réseau et qu'on en a pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Il faut donc se projeter dans plusieurs mandats de gestion, et je rejoins la question de la concentration et de la proximité des élus, évidemment aux bonnes échelles, c'est-à-dire qu'évidemment il ne faut pas couper l'élu de réalité du terrain et utiliser la compétence et le savoir-faire de l'élu dans ce travail-là, mais il faut aussi avoir la taille critique pour pouvoir gérer de la meilleure façon possible les problématiques d'ingénierie qui sont absolument indispensables à la mise en œuvre de programmes de rénovation. Donc, en ce qui concerne la Caisse des dépôts, Banque des territoires, quelle est notre offre en la matière ? C'est évidemment de partir d'abord sur un bon travail d'analyse des coûts et d'ingénierie financière. C'est indispensable d'aider les structures, quelle que soit leur taille. Alors ici, nous travaillons très bien avec des syndicats d'une taille importante et avec qui on a eu de nombreux dossiers comme Bellovic ou Puy des Fourches, Vézère, par exemple. Mais évidemment, nous prenons en compte tous les besoins, évidemment. Il y a donc une analyse, au départ, importante à faire sur comment on peut financer. Et ensuite, notre capacité aujourd'hui de financement, dans le cadre du plan de relance, elle est portée à 100% des besoins de dette. Ça, il faut le souligner, ce n'était pas le cas avant. On peut faire du préfinancement jusqu'à 60 mois, ce qui est un vrai sujet sur les délais de réalisation de travaux. Alors, évidemment, et je ne vais pas éviter le débat sur la question des taux, nous sommes sur un taux que nous ne maîtrisons pas, je le redis, puisque c'est Bercy qui le fixe, à partir du livret A, auquel on additionne un 0,6, donc on est sur un 1,1
hein, en général, mais on est sur une durée constante et on s'autorise au-delà, je dirais, des bienfaits actuels, hein, je dirais, d'un coût du loyer de l'argent assez bas et durablement, à pouvoir travailler aussi sur du réaménagement de dettes dans les années qui viennent. Et il faut toujours, lorsqu'on se lance dans des sujets de cette nature, penser à ça. Penser à comment ça se passe sur les années qui viennent lorsqu'on aura à gérer, par exemple, des problématiques de rupture de charge ou de besoins nouveaux. Donc, ce que nous essayons de faire, et je finirai là-dessus, c'est d'apporter la ressource qui est l'épargne des Français au service des besoins des Français. Le livret A, à ce stade, depuis le début d'année, 21 milliards d'euros y ont été déposés. C'est un format de soutien à de l'investissement d'avenir. Sur l'eau, donc grâce à l'Aquaprêt que nous mettons en œuvre côté Banque des Territoires, comme sur le logement social, où on est un acteur important, nous essayons de faire en sorte d'aider les Français à mettre en œuvre les infrastructures dont ils ont besoin. Et très clairement, ce n'est pas parce qu'on est dans le plan de relance, mais on ne peut plus attendre. Je veux dire, on ne peut plus attendre. La question climatique a été largement soulignée. On ne peut plus repousser le sujet ad vitam aeternam. Lorsqu'il faut faire les choses, il ne faut plus hésiter à le regarder, à le programmer et à essayer de le faire le plus intelligemment possible. Je finirai sur une proposition. Nous sommes en contractualisation avec l'Agence de l'eau, le Conseil départemental et la Caisse des dépôts Banque des Territoires pour accompagner la mise en œuvre d'un programme de soutien à l'amélioration de la gestion de l'eau. Je propose bien entendu que nous puissions, au-delà de 2021, renouveler ce partenariat et voir dans quelle mesure, dans le cadre du plan de relance, on apportera des crédits d'ingénierie, ce qui fait aussi notre différence vis-à-vis des autres structures bancaires, de pouvoir apporter du crédit d'ingénierie pour pouvoir aider à le faire. Voilà, merci. Merci à vous. On note votre proposition. Oui, M. Chazanière. Oui, juste une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. Je crois, et je reste persuadé, je crois que beaucoup de mes collègues le restent aussi, c'est que l'eau reste un service public. Et c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport au livret A, c'est de l'argent public qui va au service du public et de l'ensemble des personnes. Alors, juste un complément, j'ai oublié de le dire. Depuis 4 ans, nous avons financé 17 dossiers concernant soit la rénovation de stations, soit la rénovation de réseaux, pour un montant cumulé de 15,6 millions d'euros. Depuis le début de l'année en Nouvelle-Aquitaine, nous avons eu d'ores et déjà 17 dossiers pour un montant cumulé de 21,6 millions d'euros. Il y a une accélération évidente de ce sujet-là par la prise de conscience des élus, de la population sur on ne peut plus attendre, il faut faire les choses. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par la question à voir Nicolas Joyeux qui est présent ici, directeur territorial, et ses équipes qui vous attendent sur le stand de la Banque des Territoires. Bien, le message est passé. Le message est passé. Merci à tous les trois, l'Agence de l'eau, l'Office international de l'eau et évidemment la Banque des Territoires. Nous allons désormais poursuivre le débat et j'appelle à la table donc Frédéric Soulier, président de l'agglomération du bassin de Brive. Pascal Coste, donc président du conseil départemental, et Yann Lebrun, donc sous-préfet du Sel, en charge de la ruralité. Hop. Donc vous allez pouvoir poursuivre le débat. Vous ne voulez pas rapporter de l'eau à votre moulin sans faire un mauvais jeu de mots. Voilà. Frédéric Soulier, donc président de l'agglomération de Brive. L'agglomération de Brive vient d'initier une démarche nouvelle qui pourrait justement peut-être être inspirée d'autres collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle démarche, nous livrer votre témoignage? Bien, donc nous sommes historiquement dans une délégation de service public depuis plus de 30 ans et donc ce contrat est revenu sur la table de la discussion et de la négociation. Et nous avons engagé, dans le cadre d'une démarche climatique, imposé dans le cahier des charges des critères très précis sur la qualité, sur le prix et puis sur la préservation de la ressource. Donc ce n'est pas factuel, c'est contractuel. L'entreprise que nous avons retenue après une longue compétition et un dialogue compétitif fructueux entre les majors des distributions de l'eau en France,
Nous avons donc choisi un groupe qui s'appelle Suez et qui nous a proposé donc une démarche très innovante sur la préservation de la ressource. Contractuellement, il s'engage à baisser la ressource de 21%, 13% pour le métier exploitant et 7% pour 7-8% pour le consommateur. Donc on est dans une démarche innovante qui a pour principe évidemment de se lancer dans ce que vous avez appelé ici les uns et les autres tout à l'heure, ce bien commun qu'est l'eau et sa préservation et aussi son mode de consommation et la façon dont on peut la consommer. Donc le métier exploitant, lui, aujourd'hui, il intervient sur une durée de 7 ans. Donc on est sorti d'une durée longue de 30 ans pour entrer dans une durée courte, ce qui a pour objectif d'aller tout de suite à l'essentiel et de chercher la performance. Donc on va le rémunérer pour ses performances. Et s'il n'est pas bon, il ne sera pas rémunéré. Ça permet de pouvoir juger plus rapidement. Voilà. Et donc, comme la confiance n'exclut pas le contrôle, eh bien cette rémunération, elle est annuelle et elle sera ou pas à la charge et la discussion entre le délégant et le délégataire. Donc on a sur une approche d'un bien public, d'un service public avec une compétence privée. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Je pense que l'un et l'autre peuvent être complémentaires. Et dans quel intérêt? Celui de servir au bout du tuyau une eau propre à la consommation et une eau accessible par son prix. Donc l'Aglo a simplement, et je salue ici notre vice-président Alain Apachery qui a mené ces discussions longues d'un peu plus de 18 mois pour arriver à sécuriser donc la qualité, le service rendu auprès du consommateur. On a eu une démarche avec l'ancien exploitant, d'ailleurs que je salue aussi parce que le groupe Lassor est un groupe que nous connaissons bien depuis longtemps, en qui nous avons confiance et qui peut-être reviendra sur le marché dans 7 ans. 7 ans, c'est court. Ce qui permet de garder la compétition avec les 3 majors Veolia, Suez, Sor, et ce qui permettra là aussi de garder le bon rythme que nous avons envie de tenir, de prendre entre le délégant et le délégataire. Ce n'est pas un bien acquis éternellement. Les contrats trentenaires, c'est fini, et il faut des contrats courts pour que les objectifs de moyens soient au rendez-vous pour le consommateur. Donc on a, avec la SOR, d'ailleurs, baissé le prix de l'eau. En 2019, la SOR a rendu à la collectivité 11 millions d'euros, dont 9 ont été rendus intégralement aux consommateurs. Et pour une consommation de ménage de 120 mètres cubes, c'est 100 euros par an depuis 2019 que les consommateurs ici payent plus. Donc 2019, 2020, 2021, ça se cumule les économies quand on peut les produire ainsi. Donc on voit bien qu'on est dans un rendu et dans un compte-rendu qui n'a pas du tout la même vision que celui qu'on pouvait avoir il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une règle courte, dans une relation délégant-délégataire où on cherche les moyens et le service rendu à la population. Et puis, ma foi, on verra, puisque ce n'est pas que factuel, c'est contractuel. On verra si, au rendez-vous, les deux parties s'y retrouvent. L'objectif pour l'exploitant, le métier d'exploitant, c'est d'aller aussi chercher le traitement des eaux usées traitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et cela a été dit tout à l'heure par Roger très bien, c'est qu'on ne peut plus consommer l'eau courante au verre ou à la carafe et continuer à laver nos voitures et arroser nos jardins. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, et c'est ce que nous essayons de matérialiser dans le contrat de l'Aglo, que nous puissions là aussi avoir une approche de recyclage donc des eaux de maturation, des eaux usées. Et l'intelligence de Suez, là aussi sur ce point, c'était de chercher l'association avec une très belle entreprise corésienne que nous connaissons bien, c'est UV Germi, sur le traitement de l'eau via le traitement par l'ultraviolet. Donc on voit là aussi tout le travail qui reste à faire, c'est aller chercher la seconde vie des eaux usées. Et donc par cette approche-là, il peut y avoir au bout un intérêt pour l'exploitant, un intérêt pour le délégant et donc le délégataire. Bien, il faudra vous inviter donc dans 7 ans pour obtenir les résultats, voir comment ça s'est passé concrètement. Votre marché, vous avez dit, il a été lancé quand? Ça Alors débute il est à effet au 1er janvier 2022. La fin des discussions ont eu lieu cette année. C'était un marché que nous avions lancé pour 100 millions d'euros et il est sorti à 78. Donc il y a eu une très belle compétition.
dans l'intérêt général et dans l'intérêt aussi des sachants, des métiers qui sont quand même complexes. On parlait tout à l'heure de la compétence des moyens et des ressources humaines. Moi, je partage la philosophie du service public, mais un bon service public, c'est peut-être aussi un service qui sait allier la compétence et les objectifs politiques. On parlait tout à l'heure d'objectifs politiques, c'est le service public, mais pour que les objectifs et que le service public soient au rendez-vous, il y a parfois des compétences qu'il faut aller chercher ailleurs. Je vous remercie. En parlant de juste prix, je me tourne vers Pascal Cos, donc président du conseil départemental. Je crois que beaucoup d'intervenants ont souligné justement les nombreuses interventions et la qualité du conseil départemental en matière de gestion de l'eau. Vous avez la double casquette, en plus, à la fois élu, agriculteur. Votre vision de ce thème, de cette gestion pour votre territoire de Corrèze? Alors, on a quand même à la fois la chance d'être dans un territoire où beaucoup a été fait, mais pas sur l'intégralité de la Corrèze. On est encore avec un partage où l'eau est assez organisée sur une moitié du département et l'autre moitié, il y a plus de 140 collectivités de l'eau, quoi, avec les difficultés que ça peut amener. Parce que lorsque vous êtes sur le plateau de Millevaches, vous avez une ressource qui est une ressource de surface, qu'on pense en quantité, mais ce n'est pas le cas. Et donc, avec une grande fragilité, tant sur le plan des premières pollutions, enfin, et notamment en bactériaux, où on a quand même de grosses difficultés, et tant sur le plan quantitatif. Et donc, au-delà du débat que porte le vice-président de l'ADM et notre ami Roger sur il faut que l'eau soit pilotée par les communes, les intercos, les syndicats, enfin bon voilà, moi à la limite je m'en fous un peu. L'important c'est de savoir qu'on ait de l'eau en quantité et en qualité au robinet. Parce que lorsqu'on a des coupures, ce qui est le cas en Corrèze, très fréquemment, bon cette année tout le monde s'est recalmé, donc finalement tout le monde relève le pied. Mais c'est une grave erreur. Hein, il faut qu'on puisse accélérer. C'est comment on est capable d'interconnecter les uns et les autres pour avoir de la quantité et la qualité. Et quand on parle de quantité, toutes les prévisions que l'on peut avoir, y compris par des gens à peu près responsables, pas que des gens qui veulent faire peur à tout le monde, montrent à l'horizon de 2050, alors c'est loin 2050, mais que à la fois les Pyrénées et à la fois le Massif central et pour la partie Adur-Garonne, la Corrèze, sont ceux qui auront le plus de difficultés à cause du réchauffement climatique, mais pas que. De la part de la forêt aussi grandissante dans nos territoires, qui pompe énormément d'eau. Et là aussi, je fais des parallèles, parce que on parle qu'en tranche de saucisson, et chacun regarde à la lumière de son petit problème. Mais sur le cycle de l'eau, il y aurait en Corrèze une exploitation correcte de la forêt, parce qu'on exploite aujourd'hui la moitié de l'accroissement annuel de la forêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et certains vendeurs de rêves ou de marchands de peur ou d'anti-tout nous expliquent qu'on déforeste la Corrèze, mais la réalité, c'est qu'on n'exploite que la moitié de ce que la forêt produit par an. Donc, si demain on avait l'intelligence d'exploiter une forêt qui est mature pour aller stocker du carbone, hein, sur la construction et compagnie, et en même temps régénérer ces peuplements, ça permettrait de faire coup double, c'est-à-dire s'adapter au réchauffement climatique pour avoir une forêt plus durable et consommer beaucoup moins d'eau. Et j'invite les uns et les autres, j'ai vu Madame le maire tout à l'heure, d'aller voir les tourbières du Longérou, d'aller voir le ruisseau à Pérol-sur-Vézère, voir à combien il coule aujourd'hui. Et on a une station de comptage, ça coûte très faible. Ça veut dire qu'on a des fragilités, oui, aussi sur la ressource. Ça veut dire qu'il faut être capable, de l'économiser, mais l'économiser, c'est essentiellement lié à l'indice de perte dans les réseaux pour l'eau potable, parce qu'on a en milieu rural quand même beaucoup de réseaux et ils sont parfois fuyards. C'est là aussi, et qui sont vieux, c'est là aussi où il faut qu'on arrive à évoluer. Et tout à l'heure, M. Martinez parlait de ce que peut faire la Banque des Territoires. Je pense qu'une des idées que l'on a essayé de promouvoir en Corrèze, c'était justement de lier les aides du département, mais moi je souhaite qu'à l'agence on fasse la même chose, mais on n'est pas toujours très courageux, c'est d'obliger un financement à 100% entre l'aide de l'agence et le financement bancaire.
C'est-à-dire que ce n'est pas acceptable que dans ce pays, où on a vécu sur les réseaux depuis 70 ans, ils ne sont pas renouvelés, on renouvelle un peu, mais on ne renouvelle pas à la hauteur de ce qu'il faut. Et en Corrèze particulièrement, et dans les territoires ruraux particulièrement. Ça veut dire qu'on va au-devant de catastrophes. Et moi, je ne suis pas pour qu'on baisse le prix de l'eau. Je le dis très clairement, parce que je pense que ce qu'on peut gagner sur la gestion en termes de prix de l'eau, il faut le remettre sur le renouvellement des canalisations. Alors, à Brive, on a un bon exemple où ils sont capables de faire les deux, mais c'est l'exception à la règle, parce qu'il faut toujours une exception. Mais sur le reste du territoire, ce n'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas. Et parce que la course a été faite au prix le plus bas. C'est pour ça qu'on a été pionnier au département de la Corrèze de mettre un seuil à 1,50 € de prix de l'eau pour pouvoir obtenir les aides. Moi, je pense qu'il faut que l'agence, si on a un débat en ce moment, on n'est pas encore là aussi assez courageux, pour qu'on aille à 2 €. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal qu'on mobilise de l'argent public, tant de l'État que des collectivités locales, alors qu'on n'a pas mobilisé le contribuable, enfin celui qui utilise l'eau. Parce que, allez, moi je suis bien placé pour avoir piloté à la fois la restructuration avec mon ami Jackie qui doit être par là, et de syndicats. Alors il n'est pas bien gros, il fait 10 000 abonnés, mais quand même, pour vous dire que quand vous avez un prix d'eau qui est un peu cher, eh bien on est à 75-80 mètres cubes de consommation. Alors que dans des eaux où on est à 1 € parce qu'on a fait la course aux élections municipales à avoir l'eau la moins chère de partout, eh bien vous êtes à 120 mètres cubes parce que tout le monde s'en fout, on utilise ça n'importe comment. Donc il faut aussi regarder les choses. Et donc quand vous avez 80 mètres cubes à 3 €, c'est pas ce qui grève le budget des ménages. Il faut quand même être sérieux parce que si on revient à nos grands-parents ou à nos parents qui allaient laver les couches des gamins au lavoir, ou avec une petite source dans les coins, c'est pas tout à fait la même chose. Et on n'en est pas loin dans certains secteurs de la Corrèze, parce que les réseaux valent plus rien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus offensif pour mobiliser les crédits à la fois de l'agence de l'eau, pour pas qu'on autofinance. Le budget de l'eau, il ne doit pas autofinancer les investissements. Il doit payer à la fois l'emprunt, enfin la partie, pour qu'on puisse se remettre à niveau. J'avais fait un parallèle lorsqu'il y a eu l'incident de Trévise sur le gaz à Paris. Le gaz, ça pardonne pas. Tu as une fuite, boum, ça pète, tu as tout un quartier qui est tombé. Bon, voilà. C'est pas pour ça que, quand j'écoute Delphine Burki, la maire du 9e, que les pouvoirs publics et la mairesse de Paris, mais je fais pas il n'y a pas de relation aux prochaines échéances, mais de cause à effet, mais ils se sont bougés beaucoup pour ça. Mais quand même, ça se voit. Quand tu as des réseaux qui traînent un peu, voilà. Mais on va le payer très cher. Les générations qui viennent ne sont pas sûres d'avoir de l'eau courante. Donc, moi, je pense qu'il faut aller là. Ensuite, l'autre axe, c'est quand même le stockage de l'eau. L'économie, c'est un sujet, mais c'est quand même le stockage. Sur le stockage, Guillaume Choisy parlait à juste titre de l'hydroélectricité. Ça, c'est majeur, parce que moi, je veux bien qu'on ne fasse plus d'éoliennes. Ça ne nous gêne pas trop. Ou alors chez les autres, parce que c'est un peu comme ça qu'on a résumé le sujet de l'éolien. Le photovoltaïque, j'ai cru comprendre que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc s'il ne reste pas l'hydroélectricité, je ne sais pas comment on supprime les centrales nucléaires, si ce n'est que de faire de la démagogie. Et on incite dans tous nos plans de rénovation énergétique, tant ceux de l'État que des départements, des collectivités, à remplacer le fioul ou les énergies fossiles par des pompes RO, c'est-à-dire ou de l'électricité. Donc moi, je pense que les voitures, c'est pareil. On nous explique qu'on ne pourra plus rouler avec des voitures diesel. Bon, enfin, l'essence, c'est pas mieux. Donc nous, on n'a pas quand même de problème de particules chez nous, mais enfin, c'est pas grave. On est imposé comme ceux de la ville. Mais ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de produire d'hydroélectricité, je ne sais pas quelle énergie renouvelable on fera. Mais ce n'est pas que les barrages sur lesquels il faut être capable de stocker. Et donc, moi, je souhaite que dans le prochain contrat de progrès, et le département va prendre une initiative en la matière, pour avoir une étude hydrologique, hydrographique de l'ensemble de la Corrèze, pour repérer l'ensemble des sites sur lesquels on peut faire des ressources, soit déconnectées des réserves, soit déconnectées, soit des retenues collinaires, pour permettre de stocker de l'eau, pour faire ensuite soit du maintien de l'étage, soit de la production agricole de valeur ajoutée. Et qu'on puisse, dans le cadre des PLU, et notamment les PLU intercommunaux qui sont en train de se rénover un peu partout, dans le cadre des schémas de cohérence et des SCOT qui sont en train de se développer et pour certains sont en train d'être tractés, qu'on sanctuarise ces territoires aussi
pour qu'on puisse garder de l'eau. Parce que sans eau, on n'aura plus de production. Les gens ne veulent plus manger de viande. Donc la transformation de l'élevage qui travaillait un certain nombre de zones ou qui a laissé un nombre de zones ouvertes, de milieux ouverts en Corrèze, va disparaître. Va disparaître ou va reculer. La viande deviendra le caviar la viande limousine notamment, ou le salaire de nos territoires sera le caviar de la viande. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a des évolutions sociétales qui sont là et qui sont en route. Elles sont inéluctables. Ça veut dire que si on n'est pas capable de transformer sur une partie de végétal, on a la chance d'avoir des industriels à part. On en a un qui investit, je pense qu'il fait la une du journal aujourd'hui, qui investit à Brive et qui sur une unité de transformation moderne, justement, pour pouvoir capter des fruits français, locaux, du sucre. Parce que les gens, en matière de consommation, veulent du sucre qui vienne du fruit et non plus rajouter de sucre et compagnie. Et donc, les compotes, les confitures, pas sans sucre, parce que voilà, mais avec le sucre du fruit, sera nécessaire. Ça veut dire qu'il faudra manger des fruits qui sont matures. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas les importer de très loin. Donc ça change le modèle économique. Ça veut dire que si on n'a pas d'eau derrière pour produire ces fruits-là, on ne les fera pas. Donc, on est au cœur d'une transition globale et l'eau est au cœur d'un sujet stratégique, et y compris dans des territoires comme les nôtres. Parce que je vais terminer là-dessus, et je le redis à tous ces vendeurs de rêves et tous ces anti-tout qui nous expliquent, et je mets un petit bémol à ce que disait Guillaume tout à l'heure sur l'évapotranspiration. J'invite les uns et les autres à comparer l'évapotranspiration d'un hectare d'eau et l'évapotranspiration d'un hectare de raigra, de maïs ou de douglas. Eh bien, il n'y a pas photo. Donc, arrêtons d'expliquer que quand on remplace un hectare d'herbe par un hectare d'eau, on aura demain plus d'évapotranspiration et donc qu'on réchauffe. Réchauffer l'eau, pareil, si on est capable, parce qu'on n'est pas plus couillon que les autres, les DDT nous le fait en permanence, de mettre, et nous encourage en la matière, de mettre dans les autorisations, de pomper, de mettre un siphon qui prend l'eau de surverse sur le fond de l'étang, au lieu de la prendre en surface comme c'est aujourd'hui, vous n'avez pas de réchauffement du ruisseau. Il y a des choses et ça coûte un tuyau de sang, ça coûte 3 fois rien. Donc il faut arrêter les débats idéologiques sur le sujet, parce qu'on va devenir dans des territoires où pas grand monde pourra vivre. Parce que si vous n'avez plus de milieu ouvert, parce que le milieu va se fermer un peu partout, eh bien vous retrouverez à 4 habitants à kilomètre carré une ville de Brive sur laquelle on aura, et de Tulle, où on aura sclérosé le développement, parce qu'il y a un autre mal qui est l'artificialisation zéro, qui est là pour faire la ville sur la ville, la métropole sur la métropole, et finir de tuer nos territoires ruraux, hein, parce que tu ne pourras plus avoir un permis de construire dans un machin. Aujourd'hui, on te fait une vie parce que tu n'as pas fait une étude avec ton délégataire d'eau de ta commune, si tu es capable d'amener l'eau à la maison, mais ça gêne à personne qu'on construise 25 000 logements à Toulouse tous les ans, ou 30 000 à Bordeaux, et qu'on soit obligé aujourd'hui, comme on a fait à l'agence, de remettre 30 millions d'euros sur la table pour changer les champs captants dans les nappes des Hauts-de-Seine, parce qu'on n'y arrive plus pour alimenter la ville de Bordeaux et la métropole. Et ça aura eu une incidence de 3 centimes sur leur prix de l'eau. Est-ce qu'il y en avait besoin de mettre 30 millions d'euros à l'agglo de Limoges, à l'agglo de Bordeaux, qui passe un prix de l'eau de 1,56 € à 1,59 €, là où chez nous, pour faire de la restructuration de réseau, là où on a 0 centime, hein, ou pour changer la canalisation parce qu'on n'aura plus d'eau demain, on met 0. Et donc, ça, c'est pas possible. Donc, on est en train d'aller dans un modèle aujourd'hui qui est en train de scléroser complètement nos territoires ruraux et de faire en sorte qu'on soit des territoires qui soient soit des villes dortoirs, soit des endroits qui se paupériseront, parce que les pauvres ne pourront plus vivre dans les métropoles, et on va qu'accueillir cette population-là. Bon, profond respect pour cette population. Mais on ne bâtit pas un écosystème sur la pauvreté, avec les villes qui se gavent, et les métropoles qui se gavent, et les villes intermédiaires que l'on sclérose, et les territoires ruraux qui se fermeront complètement. Et je ne suis pas dans un scénario catastrophe. Et l'eau, pour conclure, et l'énergie devraient être les deux mamelles d'un nouvel aménagement du territoire. Et si on conditionnait demain le développement d'un territoire à sa capacité
à travailler sur l'eau et à mobiliser de l'eau pour son propre développement et son énergie, eh bien on redonne de la force aux villes moyennes et aux territoires comme les nôtres. Parce que si demain, en énergie primaire, tu stoppes le développement sur la ville de Bordeaux, j'en discutais avec Urming l'autre jour, je lui dis, toi, tu es un écologiste, tu devrais porter ça. Parce que tu vas faire soit de la croissance zéro, soit de la décroissance sur ton territoire. Ça veut dire que le gars qui veut construire, il est obligé de commencer par économiser. Ça change tout en termes de politique publique et d'aménagement. Donc l'eau, c'est un enjeu stratégique si on veut l'utiliser comme un outil politique au sens de la vie publique avec un grand P d'aménagement du territoire. Oui, on sent bien que les débats sont pas terminés. L'ensemble des échanges autour de la table, on comprend bien pourquoi vous avez choisi ce sujet. Vous vouliez... Non, juste sur le prix par rapport à ce que Pascal Cos vient de dire, je pense qu'il faut qu'on parle de juste prix. Quand on va chercher la baisse du prix, on le fait parce qu'on doit le faire et on pouvait le faire. Cette année encore, on aurait peut-être pu et on aurait peut-être dû le faire. Mais on fait le choix de prendre l'économie et de la réinjecter dans l'investissement pour l'assainissement. Parce que là aussi, à l'agglo, tout agglo calé, il y a des communes qui ne sont pas encore équipées d'assainissement, y compris d'ailleurs les villages de Brive, autour de la ceinture urbaine. Donc ça, c'est un premier point. Sur l'économie de la préservation de la ressource et du captage de la ressource, l'économie contractuelle, ça équivaut à 100 piscines olympiques par an. Voilà, 100 piscines comme celle de Brive. En économie de l'eau, c'est pas symbolique, c'est plutôt significatif. C'était les deux points. Et je pense que le prix et la préservation sont deux éléments qui sont maintenant dans la même chaîne, deux petits maillons qui sont associés à la performance du contrat. On a bien compris. Oui. Oui, par rapport à ce qu'a dit le président, donc nous ne sommes pas des vieux Gaulois. On était partisans et on était favorable à la régie, Pascal, bien sûr. Mais je crois quand même qu'on a conscience, je l'ai dit et répété par plusieurs interventions, qu'il y a un moment où, en fonction de la dimension de la collectivité, maintenant, pour fabriquer de l'eau, c'est qu'à de le dire, il faut avoir des compétences presque de chimiste. Il y a aussi à savoir que l'eau ne doit pas être stockée pendant plus, normalement, 24-48 heures, si mes sources sont exactes. Enfin, il y a tout un cheminement qui est important. Mais en face de ça, je répète, et j'en suis convaincu, n'oublions pas que les élus de proximité ont joué un rôle important. Ils sont capables de le jouer encore aujourd'hui, de par leur connaissance et de par leur investissement. Au niveau de ce que tu as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, mais je crois que la question qui est importante à se poser aujourd'hui, c'est l'eau potable, pour quel usage ? Et j'en ai parlé donc avec monsieur le directeur de l'agence. Il faudra peut-être pas, comme ça a été dit et tu l'as dit, tout le monde en est, je pense, conscient, favoriser des stockages personnel pour arroser son jardin, pour laver la voiture, c'est normalement interdit, mais pour tous les usages qui ne nécessitent pas une eau traitée, une eau potable. Et on le voit quand même dans toutes nos collectivités, je pense que dans la tienne, où on le voit au département aussi, les gens ont acheté des réserves, retiennent l'eau de pluie, et on a vu les consommations baisser. Alors bien sûr, ça dépend si l'eau est à 0 centime ou à 1 euro, mais chez moi, c'est sensible au point que ça peut générer des problèmes de fonctionnement sur les budgets dans certaines collectivités. Voilà un petit peu. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas, et on n'a pas le temps de le faire, mais en face, il y a en amont de tout ça, c'est peut-être aussi la GEMAPI, donc c'est tout ce qui est l'entretien des rivières, nettoyage de rivières, pour également avoir... notamment pas de problème au niveau des inondations par rapport aux embâcles, mais également une eau de qualité qui est utilisée pour alimenter les populations. Oui, ce serait aussi un autre sujet, la GEMAPI. On ne va pas le traiter, on a déjà largement dépassé, mais on sait que ça va de pair, que le sujet est riche. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Et on a la chance en plus d'avoir donc l'État à notre table. Pour conclure, donc, je vais laisser la parole à Yann Lebrun, donc sous-préfet d'Ussel, donc en charge de la ruralité. Donc
l'ensemble de ces échanges, que ça vous inspire? Vous voyez bien qu'il y a à la fois des attentes, encore des questions qui se posent, que tout le monde comprend que là, il y a réellement urgence à intervenir, que demain, c'est maintenant. Quelle est votre position donc, sur ce thème, sur ces échanges, ce qui a été dit? Tout d'abord, je voudrais remercier l'Association des maires qui a retenu ce thème pour le Carrefour des collectivités. Alors très simplement, je crois que les fortes sécheresses des 2 dernières années ont provoqué une véritable prise de conscience au-delà des élus locaux, de l'ensemble des habitants, de la fragilité du territoire face à l'accélération du changement climatique et de la nécessité impérieuse d'optimiser la gestion de la ressource en eau. Alors très rapidement, il me paraît essentiel quand même de rappeler que l'enjeu d'une telle optimisation est triple. L'enjeu, on va dire, le plus immédiat est évidemment sanitaire. Il s'agit d'assurer aux Corésiens une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante tout au long de l'année, y compris en période de sécheresse. N'oublions pas qu'en 2019 et aussi en 2020, jusqu'à 15 secteurs du territoire corésien ont été identifiés comme exposés à un tel risque et que certains ne s'en sont sortis qu'au prix d'opérations de citernage au prix que l'on sait. Un autre enjeu qui peut paraître en apparence moins immédiat et économique, voire même sociétal, c'est la prise en compte de la diversité des usages de l'eau et la nécessité de trouver des solutions nouvelles pour prendre en compte ces différents types d'usages. Beaucoup de vos intervenants l'ont souligné ce matin, il ne faut pas que le réseau d'eau potable serve à tous les usages. La ressource en eau est précieuse et il faut la préserver en prenant en compte cette diversité. C'est absolument indispensable. Et le dernier enjeu, non moins fondamental, il est évidemment écologique. Il s'agit tout simplement de préserver le cadre de vie exceptionnel des Corésiens et la richesse de la biodiversité qui le caractérise. Alors, face à l'urgence de cet enjeu, les élus locaux ont beaucoup œuvré, ça a été rappelé ce matin. Les services de l'État les ont accompagnés dans la réalisation de leurs projets. En synthèse, je voudrais rappeler, à titre d'exemple, s'agissant de l'arrondissement d'Ussel, par exemple, que les 2 EPCI de l'arrondissement se sont engagés ces derniers mois dans l'élaboration de schémas directeurs d'alimentation en eau potable, non seulement pour disposer d'un état des lieux précis de la situation, mais aussi pour dégager des solutions partagées, techniques, adaptées à leur territoire. Et cette démarche, elle me paraît encore plus à souligner en ce sens où elle permet de dépasser le cadre strictement communal qui, à mes yeux, n'est plus adapté à la gestion de la ressource en eau, mais aussi parce qu'il permet de préparer le transfert de la compétence eau et assainissement à l'échéance 2026. Les syndicats, eux, se sont concentrés, comme il a été rappelé, sur la recherche de solutions immédiates pour faire face au risque d'approvisionnement en eau potable. Certains se sont rapprochés du Cantal pour pouvoir également utiliser la ressource située dans le Cantal. D'autres utilisent le potentiel des barrages hydroélectriques en période d'étiage. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il y a des solutions de court terme, mais également des solutions de long terme. Et ce que je veux souligner, c'est que les élus se sont emparés et ont œuvré dans les 2 sens, le court terme et le long terme. L'État, de son côté, a adapté son dispositif de gestion de crise en période de sécheresse. Désormais, en période estivale, le comité de suivi de la ressource en eau se réunit toutes les 3 semaines de façon à avoir le meilleur ciblage possible et de territorialiser au maximum les mesures de consommation d'eau. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que, donc, on l'a bien vu, une dynamique est vraiment à l'œuvre en Corrèze actuellement et la préfète de la Corrèze, en lien évidemment avec les élus locaux, souhaite conforter cette mobilisation en organisant prochainement les Assises de l'eau, le 27 octobre prochain. Alors l'idée de ces assises, c'est bien évidemment d'échanger sur la situation, de partager les expériences, de faire circuler les solutions qui ont été identifiées, de faire état également des difficultés rencontrées, d'évoquer en profondeur l'ensemble des dispositifs, le financement bien évidemment, la nécessité de se projeter sur le très long terme lorsqu'on parle d'investissement et de renouvellement des réseaux. Et donc la préfète de la Corrèze souhaite œuvrer et participer à cet élan déjà engagé par les élus locaux du territoire. Merci, je vous remercie. Donc on aura bien noté le 27 octobre, c'est ça, pour les assises de l'eau. Exactement. 27 octobre. Au conseil départemental. Au conseil départemental. En sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui font consensus, d'autres qui vont faire encore débat. Donc en effet, il y a matière à se réunir autour des assises.
Désolé, nous avons été un peu plus longs que prévu. Je tiens quand même, donc, monsieur le sous-préfet, monsieur le président, vice-président, à vous remercier pour votre participation. Remercier également donc, les intervenants précédents. Il est temps justement pour moi de laisser la place. L'inauguration donc du Carrefour débutera à 11h. Merci à tous.